Ce projet d'accès vous est présenté par le RSEQ, secteur des Cantons de l'Est. Les programmes de stage coopératifs de l'Université de Sherbrooke sont parmi les plus réputés au Québec, mais aussi au Canada. Il s'agit d'une excellente initiative, entre autres, pour les athlètes élites de l'Université de Sherbrooke, de concilier les études et leur sport de haut niveau. Justement, cette semaine, dans l'émission Dans la zone début, nous avons décidé de suivre le parcours de l'un de ces joueurs du Vert-et-Or qui cumule les stages et les études en même temps. Il s'agit de Justin Roy, qui est le demi-défensif du Vert-et-Or et qui fait un stage ici à l'Université de Sherbrooke dans le cadre de son baccalauréat droit MBA. On voit ce que ça donne. Je pense que la dernière game contre Québec, là, il y a eu une petite de fracture, de commotion. Choisir son parcours académique est un défi en soi. Ce l'est d'autant plus lorsqu'on évolue au football et qu'on veut jouer chez les universitaires. Il y a donc beaucoup de questions à se poser, beaucoup d'options sur la table. Pour débroussailler un peu tout ça, nous avons avec nous le demi-défensif du Vert-et-Or de l'Université Sherbrooke, Justin Roy, qui a fait tout son football ici à Sherbrooke avant d'aboutir avec le Vert-et-Or. Justin, bienvenue dans la zone début. Bienvenue, bienvenue. Alors, Justin, tu as évolué avec les Barons du séminaire de Sherbrooke au niveau secondaire et par la suite avec les volontaires du Cégep de Sherbrooke. Évidemment, c'est davantage au niveau collégial qu'on commence à se poser des questions et à avoir des options pour la suite de son parcours académique au niveau universitaire. Comment ça s'est passé pour toi? Au niveau du questionnement de l'équipe universitaire, c'est sûr que là, il y a plein de variables qui rentrent en compte. Moi, la variable au niveau de l'école, ça a été super important. Puis c'est là que le programme coopératif est venu jouer. Le programme coopératif, c'est une drôle de bébite là, qui est offerte à Sherbrooke. Ça permet d'avoir une expérience de travail à travers tes études. Donc là, moi, présentement, je fais mon 3e stage. Donc, à travers mon parcours à l'université, j'ai accumulé un an d'expérience de travail. Donc, 3 stages de 4 mois. Puis moi, c'est quelque chose au bout de la ligne qui est venu jouer beaucoup dans la balance là, quand j'ai choisi l'université. Puis en plus de ça, ben là, il y avait l'opportunité de jouer pour le Vert-et-Or, l'équipe de la ville dans laquelle j'ai grandi, que j'ai joué depuis que j'étais tout petit. Donc ces deux choses-là combinées ensemble, là, ça a été vraiment un must pour moi de venir choisir l'Université de Sherbrooke. Tu fais bien de le mentionner, le programme de stage coopératif à l'Université de Sherbrooke, ça existe depuis 50 ans maintenant et c'est l'un des plus réputés au Québec et même au Canada. Tu étudies en quoi, toi, Justin? Là, je fais ma 4e année en droit MBA. C'est un bac maîtrise, c'est un programme combo qui est offert à l'Université de Sherbrooke. En fait, seulement à l'Université de Sherbrooke. Donc, après 4 ans, tu combines 3 années en droit, dans le fond, un bac régulier. Tu as ton MBA, qui est une maîtrise en administration. Puis, tu as une expérience de stage d'1 an, dans le fond, 3 stages de 4 mois. Et présentement, tu es en stage et puis, comble de bonheur pour toi, ce stage-là se déroule aussi sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Oui. En fait, là, moi, j'ai trouvé un stage chez Transfert Tech. C'est une compagnie de valorisation. Dans le fond, les professeurs, surtout de génie puis de médecine, ils vont faire des inventions. Puis la compagnie pour laquelle je travaille, c'est elle qui va commercialiser le produit un peu. C'est eux qui vont breveter, protéger ça. De là, mon expérience en droit, pourquoi c'est pertinent. Puis après ça, ils vont essayer de trouver des partenaires commerciaux pour essayer de mettre ça sur le marché privé puis que l'invention lève, de faire des startups. Donc là, le côté MBA s'en vient à être pertinent. Puis en plus, les bureaux sont sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Fait qu'on s'entend quand tu as 30 heures de foot là, par semaine, c'est comme un gros point positif d'avoir les bureaux directement sur le campus. C'était justement l'essence de ma prochaine question. Ta semaine est divisée comment? Parce que lorsqu'on parle de football universitaire, on parle d'un sport d'élite. Je veux dire, c'est pas un sport récréatif, c'est pas un loisir. Si on ajoute à ça un bac demandant comme celui que tu fais présentement, ça peut représenter des investissements de temps de combien? De quel ordre? Oui, bien présentement en stage, là, c'est la première fois en fait que durant une saison, je suis en stage. Normalement, je suis à l'école.
Quand tu es à l'école, c'est peut-être un cours ou 2 par journée, puis là, tes devoirs, tu vas les faire dans tes pauses ou bien le soir après les pratiques. Cette session-ci, par contre, le champ stage, donc l'horaire est différent un peu. Tu as ton 40 heures à faire à la job, mais ce qui tombe bien, c'est que les pratiques de foot, ça se fait le soir. Donc, moi, souvent, je rentre un petit peu plus tôt, aux alentours de 8 heures au bureau, pour me permettre de finir à 4 heures. Comme ça, là, je fais ma journée de 8 heures à la job. Puis là, après ça, le foot ici, les meetings commencent de 5 à 7 à peu près, puis la pratique, c'est de 7 à 9. Donc, entre 4 heures et 5 heures, je suis capable d'aller coincer comme un rendez-vous au physio, un petit gym vite avec les boys. Fait que ça, c'est mon horaire. Normalement, à 8, je commence ma journée à 8. Je pars avec ma boîte à lunch, je reviens chez nous, il est 9h30. Puis c'est ma journée, mais elle se passe toute sur le campus. Là. Fait que j'ai pas trop à me promener, mais ça fait pas mal de choses dans la même journée. Là, ouais. Et j'imagine que ton employeur, pendant ton stage, est assez conciliant aussi, puisqu'il n'est pas étranger au programme de stage coopératif. Non, vraiment pas, il n'est pas étranger. En fait, c'est un point qui est abordé à chaque fois, je pense que j'ai une entrevue pour tous mes stages. Là. Veux pas, quand tu vois comme athlète du Varrières sur un CV, tu le sais que tu vas finir te faire poser des questions comme sur le sujet. Fait, les employeurs sont conciliants parce que s'ils finissent par te prendre, ils le savent. Tu es aussi transparent dans les entrevues, tu le dis. Là. Durant l'automne, moi, à partir de 4h30, 5h, je peux plus vraiment être au bureau. Fait que, les employeurs sont conciliants, mais en même temps, ils aiment ça. Ça fait un petit sujet de discussion, comment ça s'est passé les matchs. Ça met un peu de piquant dans le bureau. Puis, au niveau des candidats, je pense quand même une plus-value à avoir. Là. C'est sûr qu'il y a peut-être moins de temps à mettre dans le stage, mais en même temps, tu démontres que tu es capable de faire plusieurs choses en même temps, en faisant les études, en étant athlète. Fait, je pense que les employeurs, normalement, ils aiment quand même ça. C'est ce que j'allais dire aussi. J'imagine que tu arrives plus préparé sur le milieu du travail parce que tu es capable de concilier plusieurs choses en même temps. Plus préparé, probablement, je sais pas. Mais sûrement un peu que ça doit jouer en balance, là, parce qu'on est habitué à avoir des gros horaires. Peut-être que de ce point-là, ouais. Puis d'apprendre peut-être un petit peu plus vite, trouver des meilleures méthodes de travail, là, parce qu'on n'a peut-être pas autant de temps que les autres étudiants à mettre dans la préparation de nos examens. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres étudiants quand même qui s'en sortent bien. Là, mais c'est sûr que c'est un must, je pense, là, au niveau des employeurs, de savoir que l'étudiant ou l'athlète était capable de combiner les deux ensemble. C'est sûr, c'est bon. Et sur le terrain, tu es de retour cette année à pratiquer ce sport que tu aimes, toi qui as été écarté du jeu pendant quand même assez longtemps à cause d'une blessure. Comment ça se passe pour toi cette année en 2018 avec le Varrières sur le terrain? Oui, ça va quand même bien en fait. C'est sûr que le retour au jeu il est long. Moi, l'an passé, j'ai pas joué du tout. Ma deuxième année, je l'ai joué, mais avec une cheville cassée. Fait que, ma dernière saison en santé a commencé à remonter il y a ça longtemps. Puis là, cette année, c'est ça. J'étais pas certain d'être capable de jouer. Puis finalement, la cheville, elle tient le coup. Fait que ça va quand même bien. C'est sûr qu'au niveau collectif, on aimerait ça que ça aille mieux. Bon, on est une jeune équipe. Puis, de revenir en tant que quatrième année, veux pas, ça rajoute un peu de sagesse à l'équipe. Puis non, c'est ça. Je suis bien content de revenir malgré tout. J'ai encore du fun. Puis ça me permet d'en jouer une ou deux autres là, de plus. Là. Est-ce que tu comptes te disputer une 5e année? C'est ça. Mais on va voir à la fin de la saison. Parce que moi, en fait, je finis mon programme scolaire cet été. Donc, il me reste une session en droit, une session en admin. Puis après ça va être les questions, voir comment la cheville va, comment ça va à l'école, c'est quoi mes opportunités. J'ai encore du plaisir à jouer. Fait que c'est comme le gros questionnement qui m'attend cet hiver-là. Ouais. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas seulement les touchés, les verges accumulées ou encore, dans le cas de Justin, des interceptions. Il y a aussi beaucoup de travail qui est fait en arrière, non seulement pour exceller dans les deux sphères que sont les études et le sport d'élite, mais aussi de préparer l'avenir. Justin Roy, merci beaucoup. Merci à toi. C'est Bluetooth, il n'y a pas de fil aussi. Il a passé 3 ans avec les volontaires du Cégep de Sherbrooke avant de jouer pendant 5 ans avec le Varrières de l'Université de Sherbrooke. Maintenant que son parcours universitaire est complété, Mathieu Hébert n'hésite pas à donner un coup de pouce au botteur qui le remplace maintenant avec le Varrières. Mathieu Hébert, bienvenue dans la zone début. Merci. Mathieu, tu as décidé cette année de redonner un peu de ce que tu avais appris pendant ton parcours universitaire. Comment ça se passe, la transition entre joueur et maintenant entraîneur? Ça fait mieux que je pensais. Je pensais m'ennuyer beaucoup de la game, mais en étant coach, dans le fond, j'amène un autre côté. J'amène autrement une contribution. Puis non, j'adore ça. C'est le fun de redonner puis de voir les résultats sur le terrain qui se produisent.
Et tu as 2 recrues qui t'ont remplacé, si tu veux, au sein du Verréal. Non seulement il faut leur apprendre les rudiments du métier, mais il faut aussi leur apprendre toutes sortes de choses. Oui, c'est sûr. C'est surtout, je vais amener une contribution par rapport à mon expérience, parce que j'ai vu les situations qu'un se retrouve sur le terrain. Moi, j'ai déjà tout vu ça, donc la plupart, en fait. Donc, j'essaie c'est plus de les calmer puis de m'assurer que quand il y a un faux pas qui se fait, bien, que ça dure le moins longtemps possible. Est-ce que le fait d'avoir quitté le football actif en tant que joueur est un avantage pour être un entraîneur? Oui, dans le fond. C'est ça, c'est un autre mode, on dirait. Justement, quand j'ai recommencé à botter après avoir coaché, j'avais tendance à m'auto-coacher. C'est vraiment deux modes différents. Quand je suis arrivé comme coach, je pensais pas pareil comme joueur. Parce que souvent, tu vas reprendre les gars, puis c'est des points que toi-même, tu as du mal à qu'il faut que tu travailles ou que tu as du mal à faire. Donc, c'est vraiment... Tu as l'athlète puis tu as le coach. C'est pas la même personne, si on veut. Évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi on voudrait devenir botteur au football. Évidemment, lorsque tu as commencé ton parcours avec les volontaires, à moins que je me trompe, tu étais receveur de passe. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de devenir cette bébite un peu particulière qui est le botteur, qu'on voit souvent seul sur les lignes de côté, qui interagit assez souvent au football canadien à 3 essais, mais dont les performances sont scrutées à la loupe? C'est vraiment le succès ou l'échec pour le botteur. Pourquoi avoir choisi ce métier-là? Bien, comme je dis souvent, quand tu as du succès, c'est tellement fort, vu que c'est dur d'aller chercher, que ça vaut tous les autres petits échecs qui peuvent arriver. J'aime ça être sur mon île, j'ai toujours aimé ça. J'étais gardien de but au soccer, puis j'ai toujours aimé ça de faire ma contribution de mon côté, puis faire du mieux que je pouvais, moi, pour aider l'équipe, dans le fond. Tu trouves pas ça trop dur, par exemple, d'être isolé puis d'être seul? Parce que pendant les matchs, on te voyait, tu étais quand même assez... Tu faisais tes choses. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est parce que j'essaie de me détacher de la game, pas m'investir émotionnellement dans le match. Parce que moi, veux pas qu'il se passe... Peu importe ce qui se passe à l'attaque, à la défensive, ça change rien pour moi. Ça me donne à rien d'être trop dans le match. Au début de ma carrière universitaire, quand j'étais receveur, j'avais tendance à m'impliquer émotionnellement. Puis à ma deuxième année, j'ai changé ça. À un moment donné, j'ai dit je vais décrocher un petit peu parce que sinon, j'absorbe tout ce qui se passe sur le terrain puis c'est pas bon pour les performances après. Bon, une fois que ton parcours universitaire s'est complété l'année passée, tu as eu la chance de signer une entente à titre d'agent libre chez les professionnels avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Malheureusement, l'expérience s'est pas avérée concluante. L'organisation a décidé d'aller dans une autre voie juste avant le camp d'entraînement. Quel genre d'émotion, quel genre de feeling on garde d'une expérience comme ça? Je l'ai su. Ils m'ont laissé pratiquer les 3 jours. Dans le fond, ils m'évaluaient avant les pratiques. J'ai su en arrivant là, avant la première pratique, à 1 heure de la pratique, que j'allais finalement sortir tout de suite sur le terrain parce que je me retrouvais sans contrat. Puis ils voulaient quand même m'évaluer pour l'année d'après. Les 3 jours sont super bien passés. Quand ils me l'ont dit, j'ai repoussé ça à la fin. J'ai dit, ça me donne rien de penser négativement, fait que je suis resté positif. C'est seulement à la fin qu'ils m'ont confirmé que finalement, ils me coupaient réellement. Puis ils m'ont dit, on t'a évalué pour l'année prochaine, puis ça a vraiment bien été. Donc on va regarder, voir peut-être avoir une occasion l'année prochaine de montrer que je suis rendu. C'était ma prochaine question. Le fait d'être entraîneur, tu restes dans le domaine, puis à moins que je me trompe, ton rêve de jouer chez les professionnels, il est encore là. Oui, ça reste mon plan A de carrière. J'ai passé 3 jours dans cette sphère-là, dans ce monde-là, puis ça m'a confirmé que c'est vraiment ce que je veux faire. C'est quitte à attendre 2 à 3 ans, parce que botteur, on peut rentrer dans la ligue à 28, 29 ans. Ça s'est vu l'année dernière. Donc c'est ça. Non, je ne perds pas espoir du tout. D'après toi, qu'est-ce que tu devras faire de différent si tu veux, cette fois-ci ou les prochaines fois, tailler une place chez les professionnels? C'est la constance. C'est une question de timing, puis il faut que je sois tout le temps sur la même milliseconde. J'avais une petite variante là, de temps d'un botté à l'autre. Mes bottées étaient la même distance, c'est le temps qu'elles passent dans les airs, puis le temps qu'elles passent dans mes mains. Dans le fond, ils m'ont donné des devoirs, puis moi, je vais revenir en ayant travaillé là-dessus. Est-ce que le fait que celui qui était long snapper pour toi avec le Verréal, Maxime Latour, soit rendu sur l'équipe de pratique avec les Alouettes, ça pourrait peut-être ouvrir des portes? Oui, d'ailleurs, félicitations Maxime. Très fier de lui. Je sais pas. C'est sûr que par le page Georges, ça peut se rendre aux oreilles des Alouettes. Mais je pense pas qu'il y ait une influence assez forte, malgré que c'est un bon bonhomme. Ils vont le croire, je pense, s'ils en parlent. Alors voilà, on va te souhaiter la meilleure des chances pour la poursuite de ton rêve. On va te souhaiter surtout un poste chez les professionnels dans les années à venir. Mathieu Hébert, merci beaucoup. Merci.
partie, les officiels vont vraiment écrire sur le comportement des athlètes et des entraîneurs. Pas dans les estrades. Parce que malheureusement, on n'a pas le pouvoir. Si les enfants ont des règles à respecter lorsqu'ils participent à des compétitions sportives, c'est également le cas avec les parents. C'est pour ce faire que le RSEQ a mis de l'avant une campagne de sensibilisation et aussi de conscientisation sur les devoirs que les parents ont à respecter lorsqu'ils assistent à des événements sportifs. Pour en parler avec nous, nous avons Aurore Vincent, directrice générale du RSEQ Canton de l'Est. Aurore, bienvenue dans la zone des buts. Merci de m'accueillir, Sébastien. Alors, c'est une initiative qui a vu le jour il y a déjà quelques années afin de sensibiliser les parents sur le bon comportement à aborder lorsqu'on assiste à une discipline sportive. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. En fait, on a un comité éthique donc, qui travaille à élaborer des outils pour l'ensemble de nos services. Et comme dans tous les autres sports, le comportement des parents dans diverses sphères sportives peut des fois déborder de ce qu'on imagine. Alors là, on a voulu mettre en place et donner des outils à nos écoles membres pour les aider à la sensibilisation. Donc, la phase 1 du projet, c'était d'avoir remis ces affiches dans chacune de nos écoles membres des cantons de l'Est. Donc, il y a des affiches intérieures et des affiches extérieures pour les stades extérieurs avec 3 phrases simples qui rappellent, lorsqu'on rentre dans une enceinte sportive, c'est quoi le bon comportement. Donc, on encourage positivement, on s'amuse. Les enfants, par cette phrase-là, ils font du sport parce que d'abord, ils ont du plaisir. On respecte les athlètes, les entraîneurs, les officiels et les partisans des équipes adverses. C'est simple, mais dans le concret, des fois, ça peut déborder souvent. Et on a des attentes réalistes. Donc, au niveau du scolaire, c'est sûr qu'il y a de la compétition, mais on n'est pas au championnat du monde, donc on prend ça aussi avec de l'éducation. Et je tiens à préciser que c'est nos écoles membres, mais on a également nos cégeps et nos universités qui ont embarqué dans cette campagne et qui ont eu ces affiches-là également. Donc, c'est une campagne qui a été lancée l'automne dernier, puis à moins que je me trompe, il y a une deuxième phase qui s'en vient. Effectivement, donc pour continuer à encourager ces phrases-là, on a voulu créer des outils concrets pour les écoles. Donc, chacune de ces phrases-là vont être reprises sur des grandes bannières. Ces grandes bannières vont être avec le logo, donc sentiment d'appartenance à l'école. L'école, on veut qu'elle endosse ces valeurs-là. Ce n'est pas les valeurs du RSEQ, c'est les valeurs du réseau et de nos écoles membres. Et donc, il va y avoir des bannières qui vont être distribuées dans nos écoles secondaires avec ces phrases et leur logo d'école pour continuer à marteler ces 3 phrases simples, mais où on veut que les parents se conscientisent puis aient une meilleure approche pour les parents qui seraient plus déviants. Oui, parce que je pense que la clé, ce n'est pas d'empêcher les parents d'encourager leurs enfants dans l'atteinte de l'excellence sportive, mais plutôt de le faire dans les bonnes conditions. Effectivement, de façon positive et constructive. L'erreur est humaine, donc oui, on est tous les officiels, les entraîneurs, on peut faire des erreurs, mais de respecter ces valeurs-là quand on en a conscience, puis c'est des valeurs d'éducation qu'on enseigne aussi à nos jeunes à travers le bon comportement. Le parent est souvent un modèle, donc dans les estrades, il doit être un modèle aussi pour ces jeunes. J'imagine que c'est un travail de longue haleine. On va poursuivre cette campagne de sensibilisation pendant quelques années. Oui, effectivement, on espère que les bannières soient utilisées. Là, on a pensé ces outils-là pour que ce soit fixe, donc que ce ne soit pas mobile dans l'école, que plusieurs les ont mis dans des endroits stratégiques, à l'entrée des stades de spectateurs, à l'entrée, il y en a de fontaines d'eau, là où il y a du passage. Donc oui, on espère que cette campagne-là perdure dans plusieurs années, parce que ce phénomène-là est à répétition. Là, puis on prétend pas la bonne parole, mais en le répétant puis en le sensibilisant, c'est un outil parmi tant d'autres qui peut exister. Alors, comme vous voyez, les enfants ont des devoirs à faire, mais aussi les parents. C'est donc un travail d'équipe qui reste à travailler. Aurore Vincent, merci beaucoup. Merci Sébastien, bonne journée. Oui, Sébastien, tout à fait. On a des points qui sont remis pour la victoire. En football, c'est 3 points, mais également pour les points d'éthique, il y a une possibilité de 2 points par partie qui s'appliquent au classement. Donc, les officiels, après chaque rencontre, doivent remplir une feuille qui est notée sur 20. Et lorsqu'une équipe a 18 ou plus, notée sur la feuille, elle a 2 points d'éthique. Lorsque l'équipe reçoit entre 15 et 17,
elle a 1 point et en bas de 15, ben, l'équipe perd ses points d'éthique pour la rencontre. On comprend que ça peut avoir une incidence sur le résultat final au classement et ce n'est pas un point qu'on peut prendre à la légère. Ces points-là vont devenir importants en bout de ligne et ça devient un réflexe à avoir de bien se comporter pour avoir ces points-là. Oui, tout à fait. Même des fois, ça peut arriver en fin de saison qu'il y a des équipes pour la place en séries éliminatoires, que c'est très serré. Donc, des fois, c'est ces points d'éthique-là qui vont faire la différence. Il y a des points comme des rudesses excessives, que là, c'est automatiquement des points enlevés. Il y a des conduites antisportives, autant des joueurs ou des entraîneurs qui sont enlevés. Donc, il faut que les équipes et les joueurs soient conscientisés d'avoir une bonne éthique sur le terrain, car à la fin de l'année, des fois, c'est ces petits points-là qui peuvent faire la différence. Et à moins que je me trompe, si on fait un lien avec l'entrevue qu'on a fait avec Aurore, s'il y a des déviances avec le comportement dans les estrades, il peut y avoir, je crois, des incidences sur les points alloués sur la surface de jeu. Bien, en fait, c'est sûr qu'on veut des bons comportements qui soient dans les estrades, mais souvent, les équipes, lorsqu'ils se comportent bien sur le terrain, bien, ça évite aussi les débordements dans les estrades, tout en ayant aussi un bon contrôle des officiels. Donc, tout est relié au niveau éthique. Puis, on veut des bons comportements sur la surface de jeu, mais également dans les estrades. Mathieu Rompré, merci pour ces quelques détails. Merci, Sébastien. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, les Gators de l'Université Bishop ont décidé de passer de la conférence du football universitaire québécois à la conférence des Maritimes. On expliquait alors les difficultés qu'avait l'université à suivre le pas des autres universités francophones, entre autres, et anglophones, au football universitaire québécois. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on est dans les Maritimes. On va faire un petit bilan avec Matt McBride, qui est directeur des sports à l'Université Bishop. Matt, bienvenue dans la zone début. Merci beaucoup. Matt, tu peux nous expliquer quel a été le processus de décision pour que Bishop décide d'aller dans les Maritimes, finalement? Oui, bien, comme tout le monde sait, la saison 2017 était notre première saison dans la AUS. Puis, je pense que c'est important de les gens de savoir que cette décision, premièrement, était difficile. Ça nous a pris probablement une période de presque 2 années de réflexion. On a eu beaucoup de réunions. On a jasé beaucoup avec nos gens, nos diplômés. Puis à la fin, je pense qu'on a pris une décision qui était le best pour notre équipe de football. Je dirais deux choses clés qui nous a aidé à notre décision. On voulait mettre notre équipe de football dans une place où il pouvait être compétitif. Puis je pense qu'on avait une responsabilité de faire ça. Ça, c'était numéro 1. Numéro 2, on a parlé beaucoup de nos valeurs. Puis on voulait... Notre but était de compétitionner dans une place où les équipes qu'on jouait contre avaient les mêmes valeurs que nous autres. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leurs budgets sont les mêmes, leurs standards d'admission sont pareils, leur nombre de coachs en temps plein est pareil, le salaire qu'ils donnent à leur entraîneur est presque pareil. Puis en allant au Maritime avec nos collègues, particulièrement dans la Ligue Maple League, avec Acadia, Saint-Evex et Mount Allison, on est vraiment dans le même bateau avec eux autres, dans le même... Toutes ces valeurs-là sont les mêmes. Il y a par contre une période de transition. Ces 2 années-là, évidemment, sur le terrain ont été... Je ne sais pas si elle était à la hauteur de ce que vous attendiez, mais on a récolté une victoire seulement en 2 ans, une exclusion des séries. À chaque saison, j'imagine que c'est un processus et ça va prendre du temps pour s'adapter
recruter et puis remonter un peu dans les classements. Oui, c'est exactement ça. Quand on a commencé ce processus, on avait plusieurs choses qu'on voulait mettre en place en premier. Premièrement, on voulait recruter un entraîneur-chef qui pouvait guider nos jeunes sur le terrain, mais hors terrain aussi, avec leurs académiques, etc. Avec Shérif Nicolas, on avait ça, puis on a engagé d'autres gens comme Fabrice Ramond, puis Justin Chapdelaine. Alors, on a déjà mis en place ces choses de même. Le point de gagner, ça va venir. Puis, dans notre tête, je pense qu'on avait une période d'environ 3 années pour faire ça. On est probablement jusqu'en moitié de ça. Mais Coach Nicolas était avec nous autres maintenant pour 16 mois, quelque chose de même. Alors, on est comme moitié dans notre plan stratégique. Puis, je pense que les gens vont avoir un produit aussitôt que l'année prochaine qui est mieux. Okay. Alors, comme vous voyez, c'est une décision qui a pris du temps à être mûrie et à être prise. Donc, ça va prendre du temps, évidemment, pour que le programme puisse se bâtir, se construire et retrouver, évidemment, le haut du classement. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite le plus rapidement possible. Matt McBride, merci beaucoup d'avoir été présent dans la zone début. Merci beaucoup. Bonne journée.